1884, c'est comme si un grand vent de la prairie s'était levé pour balayer les promesses et les rêves de l'Ouest canadien. Notre gibier a disparu. Vous possédez maintenant des millions d'acres et nous n'avons plus de nourriture. Nous ne pouvons pas travailler. Nourrissez-nous pour guérir nos corps meurtris. Nous avons faim. Le chef Cree, Big Bear, s'est toujours opposé au traité. Ses pires craintes sont devenues réalité. Les troupeaux de bisons ont été décimés. Les traiteurs marchands de fourrure américains, les Indiens des plaines et les chasseurs blancs ont massacré les 4 millions de bisons qui paissaient dans la prairie. Les Indiens sont entièrement dépendants des rations fournies par le gouvernement. Mais à la Chambre des communes, des députés exigent qu'ils travaillent pour gagner leur nourriture. Il est assez évident que les Indiens sont devenus les pensionnés du trésor public, qu'on nous demande de les nourrir et les vêtir, et qu'ils font très peu ou rien du tout pour eux-mêmes. Les rations sont sans cesse réduites et sont distribuées tous les 2 jours. Une politique que les agents fédéraux résument ainsi: nourrissez-les un jour, affamez-les le lendemain. Sir John A. Macdonald approuve. J'ai des raisons de croire que les agents font tout ce qu'ils peuvent pour réduire les dépenses en refusant de donner de la nourriture aux Indiens, jusqu'à ce qu'ils en soient presque réduits à la famine. Entre 1880 et 1885, on estime que 10% des Indiens des plaines meurent de maladies et de malnutrition. Un journaliste de Winnipeg décrit ce qu'il a vu près d'une réserve. Les corps étaient suspendus aux arbres selon la coutume indienne. Au printemps, une 50aine d'horribles cadavres pendaient aux branches des arbres, entourant les tipis des autres membres de la tribu. Big Bear aussi est de plus en plus désespéré. En juin 1884, il convoque une assemblée de plus de 2000 Cris. Il invite les chefs à agir ensemble pour forcer le gouvernement à respecter ces traités. La police montée est envoyée sur place pour disperser les Cris. Quand la police tente d'arrêter 2 guerriers, les Cris résistent. C'est la première fois qu'un fort contingent de police montée voit son autorité ouvertement contestée. Big Bear réalise qu'une manifestation de violence mettra fin à toute tentative de négocier avec le gouvernement. Il y a bousculade, mais il empêche de jeunes guerriers de tuer des policiers. Il permet même à la police de les arrêter. L'incident inquiète beaucoup le chef de la police, Leif Crozier. Il presse Ottawa de lui envoyer immédiatement davantage de nourriture. En fait, il craint de ne pas pouvoir contrôler les Indiens, de plus en plus hostiles. Dans l'état où ils sont, la moindre tentative pour arrêter l'un d'eux ou accomplir un devoir qui leur serait désagréable entraînerait des désordres. Ils sont résolus à résister à tout contrôle, même si cela devait déclencher une guerre. Crowfoot constitue la principale menace. Ces guerriers ont bien essayé de cultiver la terre comme le voulait le gouvernement, mais sans outils et sans l'aide promise par les traités, c'est impossible. Nous avons essayé de faire ce qu'un instructeur nous a dit de faire, et nous faisons de notre mieux, mais nous avons besoin d'outils. Mes enfants et mes petits-enfants vont mourir de faim si on ne les aide pas. Les guerriers de Crowfoot sont nombreux et bien armés. Et de plus en plus, ils sont agressifs. Ils volent le bétail et les rations du gouvernement.
Pour l'intimider, le gouvernement emmène Crowfoot à Winnipeg. C'est la première fois qu'il voit une ville. Il est très impressionné par les immeubles de briques, la lumière électrique et surtout l'énorme population blanche. Ça ne sert à rien de se révolter contre les Blancs. Il y en a autant que des mouches en été. L'éventualité d'un soulèvement des Indiens terrifie les colons et inquiète MacDonald. Il envoie encore plus de policiers dans l'Ouest.